Le poids de mesure dans le traitement de l'humour. Qui fixe aujourd'hui les limites de l'humour? Oui, c'est ça, bonne question. Ouais. J'ai fait des sketchs qui ont pu heurter ici, sur la chrétienté, sur l'islam. Et puis je fais un sketch à un moment donné sur un colon israélien. Et là, badaboum, j'ai franchi la ligne impossible. Et c'est ce deux poids deux mesures dans mon exercice et dans ma fonction d'humoriste, je m'interroge aujourd'hui. Je dis, alors à ce moment-là, soit vous n'avez pas été honnête, vous ne nous avez pas fixé les règles du jeu, soit vous nous dites, voilà, il est interdit de traiter de ce tel sujet, soit c'est ouvert, nous avons une liberté d'expression totale et on peut s'exprimer sur tout. En même temps, il y a un paradoxe formidable quand on voit les films de Woody Allen, par exemple. Il y a des films de Woody Allen, notamment ce film dont le titre m'échappe, mais où il joue le rôle de quelqu'un qui prend le parti de tous les gens qu'il rencontre. Et il finit par être nazi quand il est dans un... Oui, Zelig. Bon, Zelig, voilà. Et il y a un épisode dans Zelig qui est prodigieux. Enfin, il y a des mots dans Zelig qui sont prodigieux, d'humour qui dans la tête dans la bouche de n'importe qui d'autre apparaîtrait comme des propos d'un antisémitisme insupportable. C'est-à-dire qu'il y a le mari qui dit à sa femme si tu continues à m'emmerder, je vais te mettre la tête dans le four à gaz. Ou bon. Ouais. Si un comique français disait ça, enfin un comique catholique ou agnostique ou non juif disait ça, ça provoquerait un cataclysme. Ou franco-camerounais, c'est ça que vous franco-camerounais, par exemple. Ouais. Mais quand c'est un Woody Allen qui le dit, ça fait rire. Donc ça veut dire que la tradition de l'autodérision, elle est fondamentale chez les Juifs. Mais on a l'impression qu'il y a un moment où, en France en tout cas, on a tellement pris l'habitude de construire une barrière que là, non, ça on peut pas. Je voudrais faire une incise. En 1950, à l'Orée du Bois, il y avait un comique qui se produisait en smoking, à l'époque c'était comme ça, qui était Jean Rigaud, qui était le premier à faire des onomatopées qu'a repris ensuite Coluche. Mais en 1950, Jean Rigaud arrivait sur la scène de l'Orée du Bois, il regardait dans la salle les dames en bijouté en train de dîner, etc., avec les fourrures et tout le truc. Je dis bien en 1950, c'est-à-dire quelques années après la guerre, et Jean Rigaud se penchait, demandait la poursuite avec sur les gens, disait « Bonsoir Madame Goldenboom, bonsoir Monsieur Schwartz machin, bonsoir ». Eh ben, dites donc, j'ai regardé le livre de réservation, Hitler découveuse. En 1950. Ouais. Et il n'avait jamais eu d'histoire, monsieur Jean Rigaud. Jamais. Mes bons amis. Et il était socialiste, il faut rappeler quand même ça. Oui, mes bons amis, il nous reste 2 minutes avant la coupure technique. Alors, en 2 minutes, avec Victoria, on balance quelques messages que vous écoutez bien les uns et les autres, qu'on commentera après la coupure. Monsieur de Beketch, votre haine d'Israël et des Juifs doit être vraiment puissante pour que vous accueilliez avec bienveillance un tel raciste anti-blanc. C'est n'importe quoi. C'est bien formulé. Dieudonné à Radio Courtoisie, c'est une publicité inespérée pour Courtoisie. La grosse presse aux ordres va être obligée de lever la chape de plomb qu'elle maintient sur notre radio pour dire que Dieudonné s'est fait inviter à cette radio de catho et de facho. Demain, il n'y en a plus d'un qui va avaler son café de travers. Alors merci qui? Merci Serge de Beketch, merci Dieudonné. 3e message, c'est génial d'avoir invité Dieudonné. Les gauchistes vont délirer. Cher monsieur Dieudonné, vous allez voir qu'une fois de plus, vous avez laissé en jachère beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui vous sont favorables. C'est dommage. Cher monsieur Dieudonné, quand vous avez voulu vous présenter aux élections présidentielles, j'ai cru que vous étiez fou. Finalement, c'est Serge de Beketch qui est fou. 30 secondes pour un message de Victoria, un message d'auditeur. Victoria, avant la coupure. Félicitations à Serge de Beketch d'avoir invité Dieudonné. C'est un homme qui a des choses à dire et qui a été beaucoup persécuté. 1000 bravo à Serge de Beketch. Monsieur de Dieudonné, je suis du Front National et je suis très heureuse de vous entendre. Sur scène, il paraît que vous êtes formidable. Ça, je confirme. En plus, vous avez une maman bretonne comme moi. Amitié, une auditrice. À la fête, je vous ai serré la main. Un auditeur, jusqu'ici Radio Courtoisie était la radio de toutes les droites. Ne serait-elle pas en train de devenir la radio de l'intelligence? Merci. Bonne question. Merci. La France n'est pas raciste, c'est un pays de missionnaires, elle l'a prouvé. Une autre auditrice, beaucoup de panache, Dieudonné est un chevalier. Et enfin une question, je tiens à saluer monsieur Dieudonné pour son incommensurable talent et à lui adresser mon modeste soutien. Il symbolise la culture invisible et son authenticité sera toujours reconnue des vrais gens libres de ce pays. Voici ma question. On la pose après la coupure, non? Allez-y, vite. Vous
vous êtes récemment rendu à la fête des BBR et vous êtes entretenu avec Monsieur Monsieur Le Pen, pardon. J'aimerais savoir ce que ce dernier pense de certains de vos sketchs, de vos anciens spectacles, dans lesquels, il faut bien le dire, Monsieur Le Pen en prenait pour son grade. Coupure technique. Vous ne rêvez pas, vous écoutez Radio Courtoisie et nous nous commettons avec le facho Dieudonné, mais qu'est-ce que vous voulez? Et le facho de Beckett. Voilà, et le facho de... Ah, Elle est bonne, celle-là. mais vous êtes un facho au petit pied à côté de ce monstre. C'est le nouveau duo. Dont nous sommes également obligés, renonçant à nos traditions d'indépendance. Parce qu'il est venu avec ses gardes du corps, on a intérêt à annoncer le truc. Oui, qui nous tiennent sous la menace en plus, et puis il nous graisse la patte pour qu'on annonce son spectacle au Zénith. Le 18, c'est bientôt le 18 décembre, donc Dieudonné présente dépôt de bilan au Zénith. Renseignement 01 43 38 06 99. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il y a un DVD du même spectacle, 100 ans de... Ah non, c'est un autre spectacle, 100 ans de laïcité, oui, qui est sorti le 7 11. Et donc, comment on peut trouver ça, ce DVD là, à la Fnac? Oui, partout. Il y a marchand de journaux aussi. Bon. Alors, on a beaucoup de messages, bien sûr, et il y a un message de lecteur qui dit, il se passe de grandes choses. Dieudonné Radio Courtoisie, Dupont-Aignan sur Ici et Maintenant. Dupont-Aignan. Voilà. Oh, Dupont-Aignan. Et... Dupont-Aignan, ça m'énerve. Dupont-Aignan, ça énerve. Dupont-Aignan. Très bien, tant mieux. Dupont-Aignan. Voilà. Alors, on a lu des messages de ce genre-là et d'un autre style, des messages d'approbation, des messages de haine. Donc maintenant, Serge de Beckett, Dieudonné, vous voulez bien les commenter, les discuter? Je voudrais demander justement à Dieudonné de répondre à une question il y a eu un mot qui a été prononcé qui m'a paru extraordinairement juste, c'est culture invisible. Alors, dans votre culture, quel est le poids de vos origines croisées? C'est un peu difficile d'exprimer. Je ne veux pas dire est-ce que vous vous sentez plus camerounais que français, mais que breton. Que breton, pardon. Oui, c'est vrai, bonne précision, merci. Mais oui, n'applaudissez pas trop, monsieur Jean-Paul Arguard. Est-ce que le fait que vous ayez une mère bretonne et un père camerounais produit chez vous une espèce de mélange qui donne ce qu'on voit, c'est-à-dire cette richesse de votre capacité de jouer la comédie ou de jouer la tragédie, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors moi je sais pas, parce que j'ai des frères qui ont exactement le même parcours, des caractères complètement différents. On a le même père, la même mère, et moi, j'ai l'impression, au travers de mon parcours, de mon histoire, j'ai rencontré des hommes, des femmes et des gens. Alors, j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des gens très attachés à la dignité et l'honneur. Et c'est pour ça et des deux côtés. Et je pense que ce sont des valeurs qui me. Bon, c'est très difficile de poser des mots sur des choses aussi difficiles à déterminer, à définir, mais. Je crois que une grande partie des problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est lorsqu'on a voulu toucher à cela. Et je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, mais c'est tout. C'est courtois au Moyen-Âge. Hein. C'est ça l'esprit courtois. C'est considérer que l'honneur individuel et la dignité, ce sont des biens absolument inaliénables et que, en face de ça, rien n'existe. Une atteinte à ces choses-là, ni la carrière, ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai été étonné de voir dans le milieu dans lequel je gravitais le manque d'honneur et de dignité et cette capacité de mensonge et c'est bon, en même temps qu'au Moyen-Âge et encore, on n'enterrait pas les comédiens dans les cimetières parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme. Ouais. Donc... Et pour répondre à la question, en Afrique, au Cameroun comme en Bretagne, j'ai vu des gens formidables et des gens étonnants, enfin plus fragiles et plus faibles dans ce domaine. Mais c'est pour ça que je pense avoir une ouverture d'esprit en dehors de ces genres de frontières. Je suis évidemment très attaché à la Bretagne parce que ma mère y est, toute ma famille y est. Je suis attaché aussi au Cameroun, même si là l'histoire de ce pays est plus récent. On peut dire plutôt d'une petite région parce que tout a été découpé à un moment donné. Le Cameroun, ça veut pas dire grand-chose. Bien sûr, c'est le cas de tous les pays africains. Voilà, c'est ça. Mais il y a une petite région, là, les Bétis, c'est une petite région qui où effectivement quand on m'apprend que mon arrière-grand-père était enterré ici.
Et encore une fois, c'est la nature humaine. Je l'ai découvert aussi bien dans un village breton qu'un petit village. J'ai retrouvé les mêmes personnes en fait, mais avec évidemment sous un climat différent, avec une culture différente, mais avec les mêmes natures. Et c'est ça qui m'a le plus étonné. C'est dans ma double culture, je dirais que c'est cela. Même si j'ai grandi en France, c'est clair, et dans une tradition chrétienne, évidemment, Dieudonné, j'ai pas besoin de vous dire que c'est aussi... Oui, j'avais dire que ce Dieudonné, d'où vient ce prénom? Bon, c'est clairement le poids de l'évangélisation. J'ai une sœur qui s'appelle Félicité. On a grandi, j'ai grandi dans cette tradition, école chrétienne religieuse, enfin bon. Et donc, parce que bon voilà, que ce soit en Bretagne d'ailleurs ou au Cameroun, c'était deux familles très attachées à... Le père Argoire pavoise à nouveau, mais plus discrètement cette fois. Mais ça vous a permis un soir sur un plateau de télévision avec le comte de Paris d'avoir d'un seul coup un contact plus doux quand il vous a rappelé que c'était un de ses prénoms, Dieudonné. Ça a calmé le jeu à ce moment-là qui était un peu tendu. L'humour, c'était tout petit déjà, ou vous étiez un sale gosse qui faisait rire ses copains? Je faisais rire beaucoup, et j'ai beaucoup rigolé. J'avais un oncle qui était très drôle en Bretagne, et je prenais plaisir quand j'allais en vacances. Il me faisait rire à chaque fois que je le voyais, et c'est lui qui m'a donné envie de m'amuser comme ça. Et puis lorsqu'on est face à toute cette brutalité, toutes ces injustices qu'on peut reconnaître dans cette société, le rire, c'est quand même une façon aussi de transcender tout ça et de surmonter, de surpasser ces épreuves, parce que la vie nous en envoie quand même beaucoup. Et puis lorsque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un peu attaché à des valeurs de dignité et d'honneur, c'est vrai qu'on est très très exposé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intouchable, alors, que l'humour profane risquerait de profaner? Oui, c'est ce que vous interdisez de... Ce qui touche à la dignité d'une personne, voilà, profondément. On peut blesser si ça n'est pas directement. C'est-à-dire que si on fait un sketch qui va toucher, on s'en excuse. D'ailleurs, moi, je ne dis pas que dans les sketchs que j'ai faits, je n'ai pas pu provoquer malgré moi des gens, et j'en suis vraiment et profondément désolé. Mais l'humoriste, le bouffon à la cour, c'est celui qui va toujours un peu plus loin, qui va provoquer, et en même temps, c'est un baromètre de cette liberté d'expression. Il a son rôle aussi. Maintenant, il n'incarne pas la raison. Il est là aussi pour apporter de la légèreté et puis à fixer certaines limites justement de cette liberté d'expression. C'est pour ça que l'humoriste, il a un rôle important depuis toujours. En plus, dans un pays de tradition où le bouffon avait aussi sa place à la cour, où il était celui qui allait révéler quelques vérités bien senties. Serge, je pense qu'il faut pas laisser croire que cette invitation fait l'unanimité et lire quelques messages désagréables. J'ai l'habitude. Voilà, et même très désagréables. Pensez-vous vraiment n'avoir jamais atteint la dignité, alors je me précipite là parce que c'est ce que vous étiez en train de dire, n'avoir jamais atteint la dignité et l'honneur de Jean-Marie Le Pen ou de Marie-France Thierbois? Avez-vous des regrets? Et une question encore plus sèche, enfin une remarque de Cherbourg, une dame de Cherbourg: Monsieur Dieudonné est un parfait opportuniste, il vient de nous expliquer le contraire, donc elle ne le croit pas, et je ne comprends pas Serge de Becquet, je suis désolé. Donc il y a des auditeurs qui ne comprennent pas et des auditeurs qui objectent. Moi je voudrais donner une réponse, si vous permettez, à la deuxième. Quand on dit Monsieur de Becquet, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je ne comprends pas Serge de Becquet. Je viens de vous donner une des clés pour aider à comprendre le fait que Dieudonné soit là. Cette clé, c'est que je crois d'abord que on peut certainement faire énormément de reproches à Dieudonné. D'abord, tout le monde peut faire des reproches à tout le monde, mais certainement pas celui d'être opportuniste. Ou alors, ça voudrait dire que c'est un imbécile vraiment en qualité supérieure. Parce que, en guise d'opportunisme, ce qu'il a fait depuis quelques mois, on peut dire que c'est pas totalement, ça n'obéit pas exactement aux critères d'opportunisme habituels. La deuxième chose, c'est que moi, je me sens au moins un point commun avec Dieudonné, c'est dans ce qu'il vient de dire il y a 2 minutes là, à propos du rire comme seule solution en face de certaines situations qui sont tout simplement pas vivables. Et je l'ai dit avant que vous n'arriviez, on avait parlé du drame de la porte de Saint-Cloud, là, et j'en ai parlé d'une façon un peu légère. J'ai dit, il y a des choses quand on atteint un tel degré de désespoir, de laideur, de stupidité, eh bien on est obligé de s'en sortir par le rire, parce qu'autrement on meurt, tout simplement.